Et c'est le professeur Sébastien Pelé de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour qui va se consacrer à cette question. Repenser le pouvoir de contrainte policier et judiciaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, avant de commencer, je voudrais également adresser tous mes sincères remerciements à mes collègues Jacques Leroy et Delphine Thomas-Taillandier pour l'organisation de ce très beau colloque sur ce thème de la rethéorisation du droit pénal, et puis évidemment pour leur invitation pour parler de cette question effectivement qui m'a été confiée, cette mission, je dirais presque, de repenser, avec un impératif sur le programme, repenser le pouvoir de contrainte policier et judiciaire. Alors, inutile de vous dire qu'après avoir accepté cette invitation avec grand enthousiasme et beaucoup de plaisir toujours pour moi de revenir à l'Université d'Orléans, cette intervention, donc je l'ai acceptée avec enthousiasme, mais j'ai été pris d'un certain vertige ou d'un vertige certain au regard de l'ampleur de la tâche. Alors il y a bien sûr quelques idées qui viennent immédiatement à l'esprit. La réforme de la garde à vue est-elle enfin achevée? Faut-il renforcer encore le contradictoire dans la phase d'enquête, particulièrement policière? Mais comment ordonner, comment présenter effectivement l'ensemble? Alors le premier mot auquel je me suis attaché, c'est le mot contrainte, qui me paraît central par rapport à cette mission qui m'a été confiée à ce sujet. Et dans un premier sens, sans doute très général, la contrainte renvoie à la coercition étatique. Dans notre matière, manifestation du droit de punir, fonction régalienne de l'État, on en a parlé hier. Et de façon très générale, elle désigne finalement la peine, la sanction pénale, on dirait aujourd'hui, plus largement. Et on peut avoir le sentiment, en tout cas dans une première lecture, que la contrainte englobe, embrasse d'une certaine manière toutes les formes d'expression du droit pénal, de la matière pénale. Pour autant, cette vision classique, et c'est la première question que je me suis posée, qui consiste à associer la matière pénale à la contrainte, ne pourrait-elle pas elle-même être remise en cause ? Ce débat fait écho à une réflexion plus large en théorie du droit sur le critère de la juridicité lui-même. La contrainte, la coercition, classiquement considérée comme le critère de la juridicité. Et aujourd'hui, et nul n'ignore ici à Orléans, que assimiler droit et contrainte peut être discuté, peut être contesté au profit d'une réflexion sur la force normative. Je ne pouvais pas ne pas l'évoquer dans cette enceinte qui serait elle-même susceptible de degrés. Alors repenser la contrainte en droit pénal, première interrogation, c'est peut-être déjà s'interroger sur l'incidence de ce débat et sur la place de la contrainte dans un droit pénal qui serait revisité, rethéorisé, j'ose à peine dire le mot, dans un droit pénal postmoderne. Alors pour répondre à cette question, il faudrait analyser le droit de la peine, et le professeur Emmanuel Dreyer y a consacré de larges développements hier, en fin de journée, et s'interroger particulièrement sur la diversification des formes de la sanction pénale. Et de façon très symbolique, l'exemple qui m'est venu, et de façon paradoxale aussi par rapport à sa qualification et au sujet qui m'a été attribué, j'ai également pensé à la contrainte pénale, qui a été abordée hier, contrainte pénale, avec un beau paradoxe dans la qualification, bien que très critiquée, je n'entrerai pas dans ce débat. Elle propose malgré tout un changement de philosophie dans l'approche, dans le rapport à la sanction, dans lequel l'enfermement fait figure finalement d'ultime recours et non plus de principe, et ça a été rappelé hier soir, dont le champ d'application va être étendu à partir de janvier. Et donc avec ce débat, on perçoit finalement à quel point le mot contrainte, la référence à la contrainte en droit pénal peut renvoyer à des réalités assez différentes, mais qui peuvent également varier selon la phase de la procédure. Et à cet égard, je rassure les organisateurs, je vais
concentrer mon propos, je me suis aperçu que mon intervention était plus limitée, et je les en remercie, pas tellement par l'intitulé du sujet qui m'a été attribué en lui-même, mais par la place qu'il occupe dans l'organisation de ces journées, puisque il me revient de parler du pouvoir de contrainte dans la phase préalable au jugement, question qui nous occupe ce matin. Ce qui renvoie alors évidemment à l'enquête dans sa double dimension policière, judiciaire, et il revient alors à s'intéresser aux différentes mesures de contrainte qui peuvent être ordonnées dans cette phase de la procédure au nom de la manifestation de la vérité et de l'efficacité des enquêtes. Alors, il y a des mesures évidentes, la garde à vue, j'en ai déjà parlé, la détention provisoire, mais plus largement peuvent rentrer également dans cette catégorie, me semble-t-il, toutes les mesures évidemment qui portent atteinte à la liberté d'aller et venir. Alors on peut penser au contrôle d'identité, on peut penser aux arrestations, aux auditions de personnes, certains actes associés à l'instruction, les mandats, le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Et cette première définition, ou cette première approche des mesures de contrainte, a le mérite, me semble-t-il, d'être conforme au sens commun du mot contrainte, qui implique une pression sur les personnes qui va limiter la liberté de mouvement. Et sur ce point, le Code de procédure pénale, dans son article préliminaire, vise les mesures de contrainte pour les soumettre au principe de nécessité et de proportionnalité, mais il ne les définit pas. C'est la raison pour laquelle je me suis encore interrogé, et cette intervention m'a invité à me poser beaucoup de questions. Je me suis demandé s'il était permis de proposer une définition plus large encore des mesures de contrainte que celles qui portent directement atteinte à la liberté d'aller et venir. Définition plus large dans laquelle la contrainte serait envisagée de manière plutôt abstraite et pas nécessairement physique comme une pression sur la liberté d'aller et venir, mais dans laquelle la mesure de contrainte serait envisagée comme toute atteinte aux droits fondamentaux des personnes, de façon plus générale. Et ce qui m'a rassuré, c'est que je n'ai pas été le premier à envisager cette définition large. C'est la définition, par exemple, qui a été retenue par la Commission Justice pénale et droits de l'homme sur la question de la mise en état des affaires pénales. Et cette définition élargie a le mérite, me semble-t-il, d'intégrer également, en plus des atteintes à la liberté d'aller et venir, les atteintes à la vie privée, très importantes, dans le champ des enquêtes, sonorisation, écoute téléphonique, géolocalisation dont on a beaucoup parlé dernièrement, mais aussi les atteintes à la propriété, perquisition, saisie. Alors le champ de la réflexion étant précisé, puisque c'est cette définition large que je vais retenir, il reste à repenser. Alors ce mot repenser évidemment renvoie à l'objectif général du colloque de rethéorisation. Là encore, je me suis posé beaucoup de questions et dans une première démarche, j'étais parti là aussi dans un objectif presque conquérant. On donne la possibilité à la doctrine de s'affranchir du droit positif, de devenir force de proposition. Alors je me suis dit, eh bien allons-y, il faut tout démolir, dresser un bilan de l'existant et essayer de reconstruire le pouvoir de contrainte dans une enquête dont la philosophie elle-même est en pleine mutation et les questions sont liées, l'évolution de l'enquête et la conception des mesures de contrainte. J'ai rapidement pas tout à fait, mais j'ai tout de même abandonné cette piste car le résultat me paraissait très abstrait et pour tout dire totalement irréalisable en l'état. Parce que la mutation de l'enquête, ça n'aura échappé à personne, suscite, et notamment au stade policier, beaucoup de tensions, beaucoup de résistance, parce que nous sommes à l'heure actuelle en présence d'un changement de culture juridique. Et en présence de telles tensions, j'ai choisi plutôt de prendre le problème, je dirais, à l'envers. Plutôt que de décrire une sorte de destination idéale vers laquelle on pourrait tendre, j'ai choisi de m'intéresser au chemin qu'il reste à parcourir pour essayer d'atteindre cette destination idéale et donc plutôt de mettre en avant un certain nombre d'obstacles qui pourront faire apparaître d'une certaine manière en négatif les perspectives évidemment d'évolution. Ainsi, repenser la contrainte policière et judiciaire supposerait de lever plusieurs obstacles. Certains me sont apparus relever de la forme et d'autres du fond. C'est la raison pour laquelle je distinguerai
eh bien, dans un premier temps, j'envisagerai un certain nombre d'imperfections formelles et ensuite un certain nombre de difficultés substantielles. Alors sur les imperfections formelles, tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par là ? En faisant référence à la forme, je renvoie à une réflexion sur la méthode législative en elle-même et à la manière de concevoir une réforme, puisqu'il s'agit de repenser, il s'agit aussi de concevoir une réforme et des pistes d'évolution. Et cela renverra à certains propos qui ont été tenus hier dans le contexte, dans le cadre de la réflexion sur la légalité pénale. La matière pénale, ce n'est un secret pour personne, est critiquée quant à sa méthode législative. On procède à des réformes extrêmement nombreuses, répétées, des réformes qui ont la particularité d'être des réformes ponctuelles, sur des questions précises. Et cette méthode législative s'est, me semble-t-il, particulièrement illustrée dernièrement dans cette phase du procès, et notamment à l'occasion de la réforme de la garde à vue, mais aussi, c'est ce qui a motivé une réforme ponctuelle de la géolocalisation, par exemple. Et cette méthode législative révèle deux imperfections, me semble-t-il, qui font obstacle à une véritable entreprise de rethéorisation sur la question qui m'a été attribuée, là encore. Deux obstacles, c'est d'une part l'impossibilité de procéder à une réforme globale, une réforme d'ensemble que l'on appelle de nos voeux depuis un certain temps. Et le second obstacle, eh bien, c'est qu'on procède à une sorte d'empilement de réformes de conformité. Alors, premier obstacle, l'absence de réforme globale. Plusieurs rapports, que je ne reprendrai pas en détail, ont appelé de leur vœu une réforme d'ensemble de la procédure pénale. On peut se référer pour les derniers au rapport Nadal sur le statut du ministère public qui, d'une certaine manière, eh bien, appelait et commandait la mission Beaume qui est intervenue ensuite et qui avait pour objectif à l'origine d'essayer d'envisager une ouverture plus grande de l'enquête pénale dans son ensemble au contradictoire et particulièrement dans la phase policière. Et on le sait, cette mission a produit un dernier rapport général sur la procédure pénale en juillet 2014. Donc réforme globale espérée, réforme globale annoncée, et au lieu de cela, tout est morcelé, alors que dans l'équilibre de la procédure, tout est lié. Tout est lié, le régime de la garde à vue, le statut du ministère public, le rôle du JLD, du juge d'instruction, pour ne donner que les grandes lignes qui devraient, me semble-t-il, être repensées ensemble. Et le cas de la garde à vue, alors sur lequel je ne vais pas m'appesantir très longuement parce que je pense que tout le monde dans la salle connaît les différentes étapes de la réforme de la garde à vue, on pourrait presque dire des réformes de la garde à vue, puisque la réforme n'a pas été unitaire, ce qui montre que même sur une question ponctuelle, on a déjà du mal à concevoir la réforme de façon globale, si j'ose dire. La réforme de la garde à vue est intervenue par à-coups, par 3 lois successives, que je cite très rapidement. La première, évidemment, c'est la loi du 14 avril 2011, spécifique sur le thème de la garde à vue, loi relative à la garde à vue. La première, sur la question, sans doute la plus importante, elle manifeste la volonté d'encadrer plus strictement cette mesure de contrainte. Et si je prends le temps tout de même d'en parler, c'est parce que c'est sans doute l'archétype de la mesure de contrainte au stade policier. Elle introduit notamment le droit à l'assistance d'un avocat. Alors je mettrai quand même des guillemets sur le mot assistance, parce qu'on peut se demander, on se demande toujours si l'assistance est suffisante sur la question, le droit au silence et notamment le principe de dignité de la personne du gardé à vue. On le sait, cette loi a été complétée par 2 autres réformes qui ne concernent pas exclusivement la garde à vue. Je les cite rapidement. Loi du 27 mai 2014, relative à la transposition de la directive dite B sur le droit à l'information. Intéressante aussi sur ces questions, elle vient réglementer l'audition libre et elle ajoute de nouveaux droits pour le gardé à vue, notamment
un accès personnel aux pièces, comme on a parlé pour la victime, alors aux pièces, aux 3 pièces qui sont visées par le code de procédure. Et puis dernièrement, dans un dispositif encore plus général et d'un champ d'application encore plus large, la loi du 3 juin 2016 qui vient transposer certaines dispositions de la directive dite C, cette fois sur le droit à l'assistance de l'avocat, et qui apporte encore des modifications au régime de la garde à vue. Je les cite pêle-mêle pour les principales. Donc une nouvelle modification de la formule du critère de dérogation à l'assistance de l'avocat pour essayer encore de restreindre cette possibilité de report, la consécration d'un droit à l'entretien avec un tiers et pas seulement de faire prévenir un tiers, un proche et l'employeur, des règles spéciales en raison des nombreux arrêts qui sont intervenus sur la question en cas d'arrestation en haute mer, et surtout la possibilité d'être assisté par un avocat pour 2 actes supplémentaires. Je mets 3 parce que je pensais aux perquisitions, c'est un lapsus révélateur, mais j'en parlerai après. Donc pour les confrontations et les séances d'identification. Alors avec un nouvel article qui est introduit, on en parlait pour la présentation formelle des règles, c'est l'article 61-3 du Code de procédure pénale. Alors là, on est déjà dans un jargon pour les initiés. On pourrait beaucoup discuter la place de ce texte, puisque ce texte s'applique à tous les suspects, audition libre et garde à vue, mais il intervient alors après les dispositions relatives, enfin le texte 61-1 sur l'audition libre, juste avant l'article 62 sur le témoin, et il n'est pas repris dans les dispositions relatives à la garde à vue 62-2. Je crois que là, on a un exemple des difficultés liées à ces différentes réformes qui s'empilent les unes sur les autres et qui ne participent pas du tout à l'intelligibilité de la loi et des différents dispositifs. Mais ce qui m'intéresse, et pour terminer sur cette difficulté à penser une réforme de manière globale, illustrée par l'exemple de la garde à vue, c'est de faire une remarque de droit transitoire. Et pour montrer que la méthode législative devient très particulière. Sur le plan du droit transitoire, la situation est très singulière. Parce que, contrairement à ce qu'on enseigne à tous nos étudiants en première année, avec l'exemple de la garde à vue, la loi nouvelle, ici, ne succède pas à la loi ancienne. Elle ne vient pas remplacer une loi ancienne qui est jugée obsolète et qui est remplacée par une loi meilleure. Non, avec la réforme de la garde à vue, on a 3 lois en 3-4 ans qui se cumulent et se complètent pour constituer le nouveau droit positif qui se développe donc par strates successives. Mais la loi nouvelle n'élude plus, en tout cas dans ce domaine-là, la loi ancienne, et ce qui crée d'ailleurs d'autres difficultés de droit transitoire. Et ce rapport particulier à la réforme est en grande partie dû, me semble-t-il, au fait que la plupart des réformes sont imposées par des sources supralégislatives. C'est ce que j'appelle l'empilement des réformes de conformité. Alors un mot sur cet élément. Là aussi c'est un aspect qui est bien connu par rapport à cette évolution du droit de la garde à vue que je viens de rappeler. On sait tous que cette évolution est inspirée par l'idéologie des droits fondamentaux, qui correspond bien évidemment à une pression supra-législative. En 2011, il s'agit principalement de tenir compte de la position de la Cour européenne des droits de l'homme. On a pris conscience du potentiel des arrêts Saldus, Dayanan et suivants. Et en 2014 et 2016, eh bien, c'est l'autre aspect du droit européen, le droit de l'Union européenne, qui manifeste ici sa pression, sa contrainte, si j'ose dire, sans faire de mauvais jeu de mots, et qui explique cette fragmentation des réformes pour une mise en conformité progressive par rapport aux différents standards européens. Alors au fond, le bilan est contrasté parce que je ne voudrais pas qu'on se méprenne non plus sur mes propos. Je ne suis absolument pas hostile au droit européen, absolument pas hostile aux droits fondamentaux, bien au contraire, puisque premier effet, si j'ose dire, de ces réformes, de telles réformes permettent de consacrer sans aucun doute, et on l'a souligné en doctrine, une progression des droits fondamentaux qui ne serait sans doute pas intervenue spontanément, sans la pression des sources supralégislatives, ou en tout cas pas aussi vite. Ça, c'est un premier aspect.
Néanmoins, il est permis de se demander si ces progrès ne sont pas d'une certaine manière neutralisés par l'ensemble des désordres, des désagréments, des perturbations qu'une telle logique de conformité entraîne. La perspective d'une réforme globale, alors, se heurte à ce que j'appellerais une sorte d'effet pervers. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais un effet pervers de la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, avec l'exemple de la garde à vue et d'autres réformes, on s'aperçoit finalement que, assez souvent, le contenu d'une réforme n'est pas défini, je dirais, dans l'absolu par rapport à l'équilibre de la matière, aux objectifs qui seraient raisonnables ou concevables d'atteindre, mais en fonction de l'évolution des sources supralégislatives. En d'autres termes, le débat sur la conformité, que dit la CEDH, et on rejoint ce que disait le professeur Ibert hier par rapport à au rôle de la doctrine contemporaine, que dit la CEDH, que dit telle ou telle directive, que dit telle décision du Conseil constitutionnel, eh bien ce débat sur la conformité occulte trop fréquemment une réflexion de pur fond. Est-ce cela le rôle de la doctrine ? Je renvoie aux observations et aux remarques de mon collègue hier. Voilà. Notamment, moi, je trouve qu'on aurait pu s'interroger dans l'absolu sur le rôle de l'assistance, ce qu'implique l'assistance d'un avocat au stade de la garde à vue, dans l'absolu. Ce qui est concevable, ce qui est raisonnable d'admettre. Alors évidemment, la question, et j'accélère, Monsieur le Président, dépasse le cadre strict de la matière pénale. Elle renvoie plus largement, la critique est facile, elle renvoie plus largement à une crise de la normativité, aux difficultés suscitées par le pluralisme juridique, qui se sont particulièrement illustrées ici à propos de la réforme de la garde à vue, puisque toutes les sources supralégislatives étaient mobilisées sur cette question et révèlent certains dysfonctionnements de la hiérarchie des normes. Alors, en l'état, repenser l'enquête impliquerait, me semble-t-il, l'enquête et les mesures de contrainte associées, intégrer évidemment les standards européens, c'est une réalité qu'il ne s'agit pas de nier, mais sans pour autant faire l'économie d'un débat plus général et sans faire nécessairement des sources supralégislatives le seul baromètre, je dirais, de toute réforme. Ce qui nous invite à envisager maintenant l'autre aspect, l'autre obstacle, dans un second temps, les grandes idées de fond qui pourraient gouverner l'évolution, et c'est ce que j'ai appelé les difficultés substantielles. Alors, sur le plan substantiel, je crois qu'on voit très bien les évolutions qui se dessinent. Au stade de cette procédure, on voit très bien dans quel sens la procédure évolue. Elle évolue dans le sens de reconnaître plus de droits aux personnes et dans le sens également, et les personnes qui font l'objet des mesures de contrainte particulièrement, et dans le sens de l'extension du contrôle également de ces mesures de contrainte. Ce que j'envisagerais, puisque les modalités sont délicates à mettre en œuvre, en distinguant très simplement, d'une part, le régime des actes de contrainte, et d'autre part, je reviendrai sur le statut des acteurs de la contrainte. Alors, sur le régime des actes, le droit positif est animé, et c'est de ce point de vue-là que le mouvement paraît évident, par un mouvement très net en faveur des droits de la défense au stade de l'enquête de façon générale. Ce mouvement, à bien y regarder, est plus ancien que la réforme de la garde à vue. Si on prend un peu de recul par rapport à l'évolution de la procédure pénale, en réalité, il a d'abord concerné l'enquête judiciaire. Si on reprend toute l'évolution du droit de l'instruction préparatoire depuis 1897, et il concerne aujourd'hui l'enquête policière. Et cette nouvelle extension, et c'est à propos de cette étape-là que je parlais dans l'introduction de tension, de résistance, cette nouvelle extension des droits de la défense suscite aujourd'hui un certain nombre de résistances parce qu'elle heurte notre modèle, encore très inspiré par l'inquisitoire et la culture inquisitoire à ce stade, procédure écrite, secrète, non contradictoire. Mais exactement, juste pour le rappeler, comme cela avait aussi heurté notre conception de l'instruction au moment, à la fin du 19e, début du 20e.
De telle sorte que si on voulait donner du sens à cette évolution, on pourrait dire qu'on assiste d'une certaine manière à une sorte d'unification du régime des mesures de contrainte, quel que soit le stade, je dirais, de la procédure. Et c'est précisément là que résiderait peut-être la nouveauté. Pendant très longtemps, la césure du policier et du judiciaire était déterminante pour l'application des droits de la défense. Elle semble l'être de moins en moins, ce qui explique certaines difficultés aujourd'hui pour identifier le critère des droits de la défense. Et cette évolution contribue à l'émergence d'une nouvelle notion en procédure pénale. Alors non pas que l'idée, le mot était bien évidemment ignoré, mais la notion, c'est le passage du mot à la notion, c'est important, c'est bien évidemment celle de suspect. Et la directive B sur le droit à l'information y a évidemment beaucoup contribué. La notion de suspect qui pourrait devenir une nouvelle notion transversale en procédure pénale et qui pourrait devenir le critère du déclenchement de l'exercice des droits de la défense. Alors je me suis essayé, parce que là encore on n'a pas de définition, à une définition du suspect et à proposer une définition large. On pourrait, et on en discutera peut-être, envisager le suspect de la manière suivante, comme étant la personne, et j'ai corrélé le domaine du suspect avec la présomption d'innocence, on parlera peut-être tout à l'heure, la personne qui, alors qu'elle est couverte par la présomption d'innocence, est supposée avoir participé en qualité d'auteur ou de complice à la commission d'une infraction. Ce qui effectivement permet de balayer très large, puisque en ce sens, est suspect encore le prévenu ou l'accusé devant la juridiction de jugement, est suspect le mis en examen ou le témoin assisté, est toujours suspect, enfin déjà suspect plutôt, le gardé à vue ou la personne entendue librement dans le cadre de cette procédure d'audition libre. Et la référence à la suspicion permettrait d'expliquer ce mouvement d'extension des droits de la défense à tous les stades de la procédure. Et alors, que faudrait-il repenser ? Y a-t-il encore quelque chose à repenser ? Je dirais qu'en l'état du droit positif, le constat est le suivant, c'est que selon le stade de la procédure, le suspect a des droits de la défense, tous les suspects, y compris en audition libre désormais, sans véritable contrainte, mais tous les suspects n'ont pas les mêmes droits de la défense. Il y a une application, un régime juridique à géométrie variable, avec l'idée que plus on avance dans la procédure, plus les droits doivent être nombreux. Et donc la question qui pourrait se poser, c'est doit-on aller encore plus loin ? Repenser, doit-on aller encore plus loin, notamment au tout premier stade de l'enquête policière. Et il y a, me semble-t-il, deux grandes questions qui restent en suspens, même si pour le moment on estime qu'on est conforme aux standards internationaux, donc tout va bien. C'est la question du régime des perquisitions, mon lapsus de tout à l'heure, qui n'a pas été intégré parce qu'elle n'était pas visée par la directive C, et notamment d'une éventuelle assistance de l'avocat dans le cadre des perquisitions. Et c'est la question de l'accès à l'intégralité du dossier au stade policier, avec des difficultés évidemment de mise en œuvre. Le rapport Baume l'a très bien souligné, avec les propositions qu'il a pu faire, et en sachant qu'en filigrane, et là la question, et voilà des questions en cascade et qu'il faut repenser globalement, avec cet accès à l'intégralité du dossier, est clairement en question le principe du secret de l'enquête, puisque, y compris les parties privées, devraient pouvoir accéder à ce dossier si le principe était acté. Donc autant de questions, me semble-t-il, qui alimenteront des débats à venir, et des débats qui doivent être corrélés à la question, et c'est le dernier point que j'aborderai très rapidement. Alors j'avais prévu de l'aborder rapidement parce qu'il y avait une intervention aussi sur l'action publique, mais je vais en dire quelques mots, qui doit être corrélé avec le problème du statut des acteurs. Alors, question délicate parce que le statut des acteurs de la contrainte invite à repenser le rôle respectif dans l'enquête et les mesures de contrainte entre la police judiciaire, le parquet et, je dirais, les juges, JLD, juges d'instruction principalement. Nul n'ignore que cela renvoie à de grands serpents de mer, tels que l'avenir de l'instruction préparatoire, le statut du ministère public. Et par rapport à mon sujet, je l'aborderai uniquement sous l'angle donc, du contrôle des mesures de contrainte.
À l'heure actuelle, l'équilibre, et je résume un peu puisque le temps avance, l'équilibre repose sur ce que le rapport Baume, et je trouve que l'expression est assez bien choisie, sur un contrôle à double niveau, on pourrait dire à double détente, avec au premier niveau une intervention du parquet et au second niveau une intervention du JLD ou du juge d'instruction. On le voit pour la garde à vue, on le voit pour la géolocalisation, par exemple. Et je ferai juste 2 observations très rapides pour terminer sur cette question du contrôle. Cette question illustre encore une fois l'influence des droits fondamentaux, parce qu'on estime que ce système à double niveau est globalement satisfaisant parce qu'il est conforme avec le délai de promptitude qui est rattaché à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais j'attire juste l'attention sur ce point que le délai de promptitude n'est pas fixé par le texte, qu'il varie selon l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme et qu'il est susceptible, et les derniers arrêts l'ont montré, d'évolution et de restriction, plutôt tendance à admettre que ce délai est tout de même de plus en plus court. Alors pendant longtemps autour de 4 jours, et puis plutôt 2-3 dans les derniers arrêts, et puis ça peut dépendre du type de procédure. Donc là encore, il me paraît extrêmement risqué de faire dépendre une solution d'un tel aléa. Alors quel serait l'avenir ? Eh bien, il me semble encore, s'il fallait repenser, eh bien que pour les actes les plus graves, comme les mesures de contrainte, eh bien on devrait s'acheminer systématiquement, et c'est d'ailleurs ce que propose le rapport Baume, vers un contrôle juridictionnel et vers un contrôle qui est exercé immédiatement, directement par un juge au sens européen du terme. Alors pour conclure, je souhaiterais encore une fois saluer l'initiative des organisateurs du colloque qui nous invitent finalement avec cette idée de rethéorisation, et ce n'est pas si fréquent, à réfléchir. Et à réfléchir sur la mission de la doctrine, plus particulièrement. Et à ce sujet, eh bien, je voudrais partager avec vous une citation. Je me suis dit, quitte à repenser, eh bien, autant laisser la parole pour terminer à un philosophe du droit, et je voudrais partager avec vous une citation de Michel Villet, que j'ai trouvé un peu par hasard dans un de ses ouvrages, 16 essais sur la philosophie du droit, Dalloz 1969, page 320, si vous voulez retrouver la référence, mais elle sera dans la publication. Et voilà ce qu'écrit Michel Villet. Un type de professeur se répandra que Platon aurait appelé l'homme du régime technocratique. Ponctuel, dynamique, informé et organisé, prêt à rendre tous les services, sauf celui de penser. Et de fait, cette extension irréfléchie et absurde des missions incombant à l'universitaire se traduit par la réduction de son temps libre, l'otium, qui est la caractéristique des métiers intellectuels. Je vous remercie de votre attention.